Qu'y a-t-il en commun entre la Mosquée Bleue, le bazar d'Arasta et le musée des mosaïques du Grand Palais? Pour résumer 17 siècles d'histoire, nous dirons que la Mosquée Bleue fut construite en 1610 sur les ruines du Grand Palais où étaient enfouies les mosaïques. Que le bazar fut construit peu après pour financer la mosquée par les locations de boutiques. Et que lorsque les mosaïques furent redécouvertes au XIXe siècle sous la mosquée, on construisit pour les abriter le musée qui passe à travers et sous le bazar. Ce musée présente des mosaïques de l'époque byzantine qui proviennent d'une extension au Grand Palais construite sous Justinien à Constantinople entre 525 et 565 de notre ère. Dans la première salle, on trouve entre autres deux imposantes pièces qui ornaient jadis un mur, et au sol du rez-de-chaussée la reconstitution partielle du motif in situ. La ballade à dos de chameau et la scène du coup de pied de l'âne, avec un certain humour, font partie des thèmes de la vie courante qu'on retrouve tout au long de cette œuvre qui couvre 1870 mètres carrés. Au sol, on retrouve des occupations pastorales et des scènes de chasse ou de prédation, avec lions, ours ou éléphants, des animaux mythiques, griffons et dragons, mais aussi le thème des jeux dans l'arène. Ces jeux étaient une partie importante de la vie sociale de l'époque. La mosaïque est traitée comme un tapis, avec des bords très ornementés de rinceaux de feuilles d'acanthe, englobant des bouquets, des animaux ou des visages. En suivant le long couloir qui passe sous le bazar, on retrouve les mêmes thèmes. L'un des thèmes les plus surprenants rencontrés lors de cette visite est malheureusement très endommagé. Il s'agit du thème peu connu de la procession triomphante de Dionysos en Inde. On y voit Dionysos enfant, sur les épaules du dieu Pan, s'accrochant d'un air volontaire à ses cornes. Ils sont précédés d'une femme portant une cruche, on peut présumer de vin, et suivi par un éléphant africain. Dionysos enfant est très rarement représenté dans la mythologie. Les oies et le jeune enfant au chien, le griffon, l'aigle et le serpent, traités avec la même finesse et le même art. En l'an 324 de notre ère, l'empereur de Byzance, Constantin, crée la ville de Constantinople et en fait sa résidence et le siège de son pouvoir. Il y fait construire un palais somptueux, le Grand Palais, sur la colline de Seraglio qui culmine à 33 mètres au-dessus de la mer de Marmara. Ce palais doit être d'une magnificence sans égale pour contrer la splendeur des édifices de Rome. Et il le sera sans doute, car il restera le centre du pouvoir de tous les empereurs de l'Empire d'Orient et de tous les sultans ottomans qui viendront ensuite. Le Grand Palais s'est étendu en direction de la mer pendant toute la durée de l'Empire byzantin. Jusqu'à 6 terrasses, reliées par des ponts ou des tunnels, furent construites pour les nouveaux palais et leurs dépendances.
Le palais aux mosaïques a été reconstruit sous Justinien Ier vers l'an 560 sur les restes d'un palais détruit par la sédition de Nika en 532. Les mosaïques polychromes d'une très grande finesse, les tesselles mesurent 5 mm de côté au maximum, ornaient 2 grandes salles de palais et un péristyle sur une surface de plus de 1800 m². Les extensions continueront jusqu'au IXe siècle, mais déjà le Grand Palais n'est plus utilisé que pour les réceptions et les événements officiels. L'Empire byzantin disparaît en 1453, conquis par les Ottomans, et ceux-ci s'empressent de recouvrir de marbre les représentations humaines et animales interdites. On ne redécouvrira les vestiges du Grand Palais qu'en 1921, enfouis très profondément sous le bazar d'Arasta et les constructions ottomanes. Les 2 petites salles suivantes sont presque de simples mezzanines, perchées au-dessus de la dernière partie de la mosaïque. Une minuscule boutique, où un chat a élu domicile, propose quelques articles et documents aux visiteurs. La toute dernière salle contient de superbes scènes de chasse et de prédation, pleines de détails colorés. Malheureusement, l'ensemble est très détérioré. Afin de déterminer l'âge des mosaïques et du palais, on pratiqua des excavations dans 3 sites encore intacts du hall nord-est. On y trouva des débris identiques d'amphores de vin de Gaza, production renommée des vignes du Negev au Ve siècle. On trouva également des tessons de poterie et des débris de construction provenant d'une couche isolante qui attestait que les mosaïques et le bâtiment étaient contemporains et datés de la fin du Ve siècle. Dès leur découverte, les mosaïques ont été mal conservées. Une partie fut coulée dans une dalle de béton, une autre fut conservée in situ, juste protégée des intempéries par un toit. Dès 1980, il apparut que le béton inadéquat, ainsi que l'humidité, le sel marin et la pollution, avaient bien aggravé les dommages déjà causés par des siècles d'enfouissement dans le sol. Une opération de secours d'urgence fut montée, un projet d'experts turcs et autrichiens, et l'ensemble des éléments fut retiré du site pour être nettoyé. On colla de manière réversible un tissu transparent, élastique et à grosses mailles sur la mosaïque.
Puis on découpa l'ensemble en 338 fragments de 0,5 à 1 mètre carré, en utilisant les bordures et les lacunes pour éviter d'aggraver les dégâts. Ces fragments furent détachés individuellement du mortier défectueux et placés à l'envers sur des supports de bois plats pour l'étape suivante. On put alors enlever mécaniquement le mortier défectueux sur chacun des éléments et le remplacer par un mortier d'intervention neutre. Les éléments de base ainsi stabilisés, on les réunit afin de reconstituer des unités plus grandes en les assemblant par un joint très technique issu de la technologie de l'industrie aérospatiale, et on stabilisa les bords du motif avec de solides résines époxy. C'est sur ces unités solidifiées et stabilisées que le travail de restauration réel a pu commencer. Les couleurs d'origine ont été en grande partie perdues au cours du temps à cause de l'acidité des sols, de la pollution, la suie, la poussière. La méthode de nettoyage consistait à projeter sous pression de 1 bar un jet d'eau rotatif mêlé d'air et de poudre de roche dolomitique. Ce qui a suffi pour la pollution standard, et dans certains cas difficiles, on a pu recourir à des méthodes physiques ou chimiques. À ce stade, restait à reconstruire aussi exactement que possible le dessin d'origine, de façon que l'ensemble reste lisible, malgré les lacunes irrécupérables et l'aspect d'image déchirée. Et les blancs inévitables furent comblés par un mortier de calcaire et de dolomite, dont la teinte blanc cassé répondait de façon cohérente à la couleur de fond de la mosaïque d'origine. Tous les ingrédients de la restauration ont été traités contre le mildiou et les insectes, l'humidité et la salinité. Les tesselles se composant de calcaire, de marbre de différentes couleurs, de terre cuite colorée et aussi de pierres dures semi-précieuses, elles sont inorganiques et ont donc reçu un traitement de surface de préservation. La dernière partie de la restauration fut la construction du bâtiment qui abrite aujourd'hui, et on l'espère définitivement, ce témoignage unique de l'art byzantin du VIe siècle.